Jean-Robert Raviot, bonjour. Bonjour. Merci de venir une seconde fois sur Fréquence Populaire. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est central dans la géopolitique mondiale, qui préoccupe beaucoup les Français, les citoyens du monde. C'est qu'est-ce qui se passe en Russie, qui est Vladimir Poutine, qu'est-ce que veulent les Russes, où on en est et où tout cela va aller et finir. Et pour en parler, eh bien, on vous invite pour ce livre, Vladimir Poutine et la Russie, biographie politique d'un monarque du XXIe siècle, analyse des enjeux russes. Alors, d'abord, pour notre public, vous voyez, ça, je crois que j'en lis pas mal des livres sur la Russie et sur Poutine, et réellement, ça fait partie des meilleurs, si ce n'est le meilleur, pour comprendre ce qui se passe en Russie et à quoi on peut s'attendre, en écho avec le livre pour lequel on vous avait reçu il y a un an, le logiciel impérial russe. Alors ça fait quoi 150 pages 145 ? C'est très documenté, très dense, très riche, très clair, avec une analyse chronologique de la carrière de Vladimir Poutine, mais en étudiant les enjeux, comment fonctionne la politique russe, les enjeux de la Russie au niveau international et comment Vladimir Poutine a construit son pouvoir. Vous êtes enseignant à l'université, enseignant-chercheur à Nanterre, il me semble. Tout à fait. Voilà, spécialiste de civilisation russe. Alors cet ouvrage, c'est vraiment une plongée lucide. Et puis c'est pas un panégyrique. Il faut préciser, vous n'avez pas écrit un livre qui est une ode à Poutine, ni un pamphlet critique, comme il y en a beaucoup, souvent absurde. Non, c'est le contraire. Vous faites une analyse qui, moi, je pense, devrait être lue par le président de la République, ou tous ceux qui sont en confrontation, que ce soit commerciale ou géopolitique avec la Russie, surtout si on est en confrontation, comme le souhaite le président. C'est bien de comprendre ses adversaires. Alors, vous qualifiez dans cet ouvrage, dès le titre, Vladimir Poutine comme un monarque au XXIe siècle. Pourquoi monarque ? Monarque, ça renvoie à la royauté. Alors, ça renvoie à la royauté, non, parce que la royauté, c'est vraiment une institution occidentale. Ça renvoie à l'idée de monarchie au sens grec du terme, c'est-à-dire le pouvoir d'un seul homme. Alors, je n'explique pas que Vladimir Poutine est le seul homme qui dirige la Russie, mais c'est celui qui est placé au sommet, on peut dire, d'un groupe dirigeant, et qui est placé au sommet en tant que personne. C'est-à-dire que dans l'idée de monarchie, il y a aussi l'idée d'incarnation du pouvoir. Et en cela, il restaure en quelque sorte une tradition impériale russe qui remonte au moins au XVIe siècle, d'incarner le pouvoir suprême temporel dans une personne précise. Alors, c'est un monarque qui se distingue des empereurs parce qu'il n'est pas fondateur d'une dynastie. Je ne pense pas que l'une de ses filles lui succédera au Kremlin. Mais néanmoins, il rompt avec la pratique du pouvoir pendant l'URSS. Alors, pendant une grande partie de l'URSS, puisqu'il faut rappeler que l'Union soviétique a fonctionné à part pendant la parenthèse très importante du stalinisme, mais avant le stalinisme et après le stalinisme, on était dans une direction collective, puisqu'il y avait à la fois le parti et l'État, mais n'était pas dirigé par la même personne, sauf pendant la période stalinienne, et puis un tout petit peu à la fin de la période Gorbatchev. Donc, certes, il n'y avait pas. Poutine s'est retrouvé aussi dans le choix du concept de monarque. Il y a aussi l'idée que le pouvoir, il a revêtu les habits du pouvoir, il a pris la charge du pouvoir, il n'a pas été à la conquête du pouvoir. Je pense que c'est quelque chose de très très important à comprendre. Il n'a jamais fait d'élection, comme vous le soulignez. Il n'a jamais été candidat à aucune élection auparavant. Ni même ne participe à aucun débat. Ni participer à aucun débat. Alors ça, c'est autre chose. Je vais revenir, oui. Je pense que c'est un point important à comprendre. Pourquoi il ne participe pas au débat présidentiel avec les autres candidats. Ça, c'est vraiment la marque du système politique
autoritaire et en fait de fait monarchique aussi, mais là c'est la dimension autoritaire qui n'est pas la même, une autre dimension. Mais la dimension monarchique, c'est vraiment un pouvoir qui lui est tombé dessus, si on peut dire. En 99, dans des circonstances politiques extrêmement complexes, et dont j'essaie de manière synthétique rappeler les principales étapes. Et effectivement, il est arrivé au pouvoir en tant qu'héritier de Boris Yeltsin, placé là par le groupe dirigeant autour d'Yeltsin pour sauver les meubles, c'est-à-dire sauver les meubles de la famille Yeltsin. Je me permets de Voilà. vraiment, ayant connu moi-même cette période des années 90, vous avez réussi dans cet ouvrage à réellement rendre ça très compréhensible, sans rentrer dans des détails inutiles, mais en prenant les éléments essentiels pour un lecteur qui ne serait pas non plus un grand spécialiste de la Russie. Tout apparaît assez clairement, ce processus qui va l'amener donc. Alors, le processus, sauver tel qu'on peut, oui, absolument, qu'on peut le reconstituer à partir des sources ouvertes disponibles. Il est évident que pour quelqu'un qui travaille sur l'histoire du temps présent comme moi, l'histoire politique du temps présent en particulier, on n'a pas les sources, on n'a pas encore les sources qui nous permettront d'éclairer pleinement la situation dont on disposera dans 50, 60, 70 ans. Donc moi, je travaille avec des sources ouvertes uniquement. Il n'y a pas d'archives, puisqu'il n'y a pas encore d'archives disponibles. J'ai essayé de faire une synthèse, effectivement, et de restituer la trajectoire telle qu'on peut la comprendre à partir des sources dont on dispose, qu'elles soient russes, qu'elles soient étrangères, enfin, c'est-à-dire non russes, extérieures à la Russie. Moi, je suis ravi que vous ayez trouvé ça lisible. C'est un écheveau de... c'est des liens de causalité et un écheveau de causalité assez complexe à restituer, mais c'est très important de comprendre ça. Cette période 99-2000, le moment où Vladimir Poutine passe du statut de haut fonctionnaire, puis ensuite Premier ministre, et ensuite président par intérim, hein, et devient ensuite président élu. Et donc je dirais que le monarque commence avec son élection en mars 2000. Et puis on va voir ensuite la figure monarchique s'épanouir pendant les 5 années de cette présidence. Enfin, avec les 4 ans, bien sûr, il faut rappeler qu'il y a eu 4 ans dans lesquels Vladimir Poutine était Premier ministre, donc entre 2008 et 2012, puisqu'il a passé la main à Dimitri Medvedev, conformément à la Constitution, pour respecter les termes de la Constitution. Et pendant cette période, Vladimir Poutine était Premier ministre. C'était une période intéressante parce qu'on a pu voir à quel point le pouvoir était déjà incarné, le pouvoir suprême était déjà incarné dans sa personne, parce qu'on a parlé de temps démocratie au nom de tandem, c'est-à-dire que Dmitri Medvedev était le président, mais Vladimir Poutine était quand même encore un peu président malgré tout, bien qu'il ne soit plus en titre. Et donc là, on a vu que cette incarnation avait déjà, quelque chose au-delà cristallisé. Puis après 2012, après son retour au pouvoir, par élection, là, on entre dans une période nouvelle qui est marquée par l'avènement d'une monarchie vraiment beaucoup plus autoritaire et beaucoup plus personnalisée et beaucoup plus, qui ressemble plus à un autoritarisme classique qu'autrefois. Alors, vous racontez très bien la première partie de la vie de Vladimir Poutine jusqu'à ses 48 ans, il me semble, où il va faire une carrière moyenne, disons, au KGB, qu'il fait en Allemagne, à Dresde. En partie. Où il apprend à parler parfaitement allemand. Puis l'effondrement de l'URSS. Puis les années 90 et le chaos des années 90, la présidentielle Yeltsin, le coup d'État de 1993, les complications économiques, la crise économique. Et vous réussissez très très bien à mettre ça en parallèle avec la vie de Vladimir Poutine, donc qui à la fin de l'URSS rentre chez lui à Saint-Pétersbourg, à Leningrad à l'époque, à Saint-Pétersbourg. Voilà, ouais. Il rentre... En fait, d'abord, c'est très intéressant, c'est vraiment l'illustration de ce qu'on dit des grands personnages de l'histoire, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, c'est la rencontre d'une vie et d'un moment historique. Parce qu'il tombe sur son ancien professeur de droit à l'université de Leningrad, oui. Sobchak, qui va devenir maire, qui l'emmène dans ses équipes, qui en fait le monsieur... qui règle un certain nombre de problèmes, plus qui s'occupe des questions économiques à l'international, donc il constitue son réseau. Et puis après, quand Sobchak perd, à Leningrad, pendant la municipale, vous expliquez qu'il arrive, qui replace ces gens
à la présidence à Moscou chez Yeltsin, et vous montrez comment son parcours personnel se colle aux événements historiques russes. C'est très synthétique, c'est très efficace, je trouve. Il était là, Au bon moment. si on peut dire, au bon moment. Avec C'est-à-dire le bon qu'il n'a pas parcours. cherché à l'être là. Ouais. En fait, c'est ça qui est très étonnant. Enfin, pas très étonnant. Vous allez me dire, n'importe quel personnage historique, on peut écrire son histoire comme ça. C'est la rencontre d'une personne et d'un contexte et de circonstances, certes. Mais ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre, qui est divisé en 3 parties, à peu près égales. La première partie, c'est vraiment essayer de comprendre la personnalité de Poutine à travers sa vie avant son accession au Kremlin. Donc c'est toute la partie de sa naissance jusqu'en 2000, c'est-à-dire une grande partie de sa vie, les 48 premières années de sa vie quand même. Donc de Leningrad, du contexte familial dans lequel il est né, qui est extrêmement important de le rappeler quand même. C'est un enfant de Leningrad, il est né en 1952 après la guerre. Lorsqu'il naît, ses 2 parents ont 41 ans, ce qui à l'époque est très âgé pour l'époque, dans le contexte de l'après-guerre à Leningrad, qui lui aussi bien sûr on connaît l'après-guerre en URSS, après 27 millions de morts. On est dans une société extrêmement meurtrie et bouleversée par cette guerre. Mais à Leningrad en particulier, qui a vécu presque 3 années de blocus, ses parents ont vécu ce blocus. Et un siège horrible, 1 million de morts. Un siège horrible, etc., dont la ville porte les stigmates. Bon, Vladimir Poutine, c'est le 3e enfant d'une famille qui a perdu ses 2 premiers fils morts, pendant le blocus. Enfin là un peu avant le blocus, puis l'autre juste pendant. Plutôt petit, hein. Plutôt jeune, des enfants. Alors je sais très bien les âges, c'est dans le livre, mais c'est quelque chose comme 8 et 10 ans. Donc il est arrivé un peu, à mon avis, par hasard, enfin je suppose. Et il est l'enfant un peu inattendu de cette famille modeste, de la classe ouvrière. Assez légitimiste, je dirais quand même, non membre du parti, mais tout de même quand même bien. Je vous arrête juste sur ce passé de la Deuxième Guerre mondiale, parce que vous faites pas du tout de psychologie de comptoir, et c'est plutôt la lecture qu'on y pense. Vladimir Poutine, d'une certaine manière, est quelqu'un de la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il vit dans il a 2 frères qui sont morts à cause de l'invasion. Alors, ils sont morts, nazie. Ils sont pas morts sur le front. Bien sûr, mais c'est de ce contexte-là. Il a cette. Bien sûr. Quand il parle de dénazification, il y a évidemment de la propagande. Bien sûr. Mais il y a aussi quelque chose qui renvoie, j'ai l'impression profondément chez lui, y compris juste chez lui personnellement. Absolument, personnellement, mais ça n'est pas, encore une fois, exceptionnel chez quelqu'un, chez un soviétique de cet âge-là, et encore moins chez un soviétique de Leningrad. C'est quelque chose de vraiment très très important, très profondément, sans vouloir faire, comme vous dites, de psychologie de comptoir. C'est quelque chose qu'il faut vraiment profondément, dont il faut pleinement avoir conscience, à quel point ça marque la vision du monde, la vision de l'histoire, la vision de la vie aussi. Une espèce d'extrême dureté de la vie. On perd ses 2 frères, on arrive. Et ce qu'il faut bien voir, d'après les témoignages dont on dispose et le peu qu'il dise de sa propre vie en tant qu'enfant, c'est quelqu'un qui se livre assez peu là-dessus. On a ces 2 parents qui l'ont eu très tardivement après-guerre ne vont pas en faire une sorte d'enfant gâté, un peu choyé, dernier né, qu'on va comme ça un peu. Non, pas du tout. Non, absolument pas. Mais en même temps, c'est pas un destin exceptionnel pour un enfant de Leningrad, mais c'est pas quelqu'un qui vient ni de la nomenclatura, ni des classes intellectuelles privilégiées ou éduquées. C'est vraiment un enfant de la petite classe moyenne, je dirais. Disons de ce qu'on pouvait appeler la classe ouvrière en Russie, mais pas forcément la classe ouvrière d'élite non plus. Et qui va grandir. Alors là sur ce point, il y a quelque chose d'intéressant que j'essaie de retracer. Je vais essayer d'être très simple là-dessus, c'est pas très facile à dire, enfin à expliquer. C'est qu'il se revendique, je dirais, il a tendance à se revendiquer dans son autobiographie, qu'il a publiée sous forme d'interview avec des journalistes en 2000.
Il dit voilà, moi j'étais un enfant non pas des rues, mais un enfant des cours, comme on dit en russe. C'est-à-dire quelqu'un qui jouait dans la cour et qui n'était pas, qui jouait avec les autres, qui se bagarrait. Pas ultra encadré, quoi. J'étais presque un hooligan, dira-t-il. Hein, j'étais presque un voyou. Bon. Son institut. Une de ses professeurs, je crois, dit oui, Vladimir, quand il était petit, il avait tendance à jouer avec les deux frères qui avaient une mauvaise réputation dans le quartier, etc. Mais il a véritablement toujours la volonté de se marquer comme étant quelqu'un qui, dans l'enfance, n'était pas forcément un bon élève, n'était pas forcément un bon garçon bien gentil, etc. Et ça, c'est une volonté délibérée qui, je pense, est sans doute aussi fait partie de la construction de son image au moment où il devient président, parce que c'est évident que tout de même, il ne pouvait pas être un mauvais élève et un complet hooligan, hein, aucun passé judiciaire, et puis quand même des études ensuite qui montrent qu'il n'était pas hors système. Donc il y a déjà, il y a rétrospectivement, à mon avis, la volonté de se montrer comme un dur. Donc il y a aussi la construction rétrospective de l'image de soi, ça on connaît ça très bien chez plein de personnages publics et même non publics. Ça va aussi passer par sa mise en avant de son statut de sportif judoka et de sambo. Donc voilà. Donc ça c'est très très, comme vous savez, ça fait partie de son image. Il a écrit un livre sur le judo. Il a écrit un livre sur le judo. Président du comité international. C'est ça. Bon, et donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que le judo c'est un sport je dirais éminemment géopolitique d'une certaine manière, enfin dont là, voilà, hein, c'est-à-dire on doit tirer parti, enfin la force vient de la manière dont vous utilisez les faiblesses de votre adversaire à votre... même ses forces. Comment ? Et même ses forces. Et même ses forces, c'est-à-dire tirer, voilà, enfin bon. On trouve une position de pivot et on fait tourner autour de soi l'adversaire. Il ne s'agit pas d'être le plus fort, il s'agit d'être le plus intelligent et de savoir garder son équilibre et faire perdre l'équilibre à l'autre. Et ça, je trouve que c'est une métaphore qu'il a toujours utilisée dès le début des années 2000, mais qui aujourd'hui résonne tout particulièrement et peut être mise en miroir avec la situation géopolitique actuelle et qui, à mon avis, est à la base même de sa vision du conflit actuel donc avec l'Ukraine, mais aussi avec l'Occident. C'est-à-dire avec l'Occident à travers l'Ukraine. C'est la manière dont Poutine et les dirigeants russes voient le conflit. Nous ne sommes pas forcément les plus forts, mais nous sommes les plus équilibrés et nous pouvons renverser l'adversaire qui est peut-être plus puissant, mais qui peut perdre son équilibre. Sinon, on reste les deux pieds par terre. Alors, je ne suis pas judoka, je vous rassure tout de suite, mais j'ai demandé à une doctorante, qui elle-même travaille sur les questions de sport en Russie et qui est judoka, et une très bonne judoka, de m'expliquer les choses et qui m'a beaucoup éclairé sur ce point et qui m'a aussi, j'ai mieux compris pourquoi le judo avait joué un rôle éducateur, bien sûr, pour Poutine, mais aussi plus qu'éducateur. C'est dans la formation même non seulement physique ou de la personnalité, mais aussi intellectuelle. Alors, ce qui est intéressant on ne va pas réussir à tout aborder, mais ce qui est intéressant, c'est la transition du pouvoir, la manière dont Vladimir Poutine va exercer le pouvoir. Et vous parlez d'un passage de la démocratie administrée à ce que vous avez dit tout à l'heure, un régime plébiscitaire. Est-ce que d'une certaine manière, on peut comparer la manière dont Vladimir Poutine exerce le pouvoir avec quelque chose qui serait de l'ordre du gaulo-bonapartisme, de Napoléon III, arriver comme ça, plébiscite, et puis après passer à la figure d'empereur, pardon, de monarque, comme vous dites, au sens par français du terme. Est-ce qu'il y a un parallèle qu'on peut faire ou pas ? Je ne me risquerai pas à faire des parallèles en piètre connaisseur que je suis des détails du Second Empire, par exemple. Beaucoup de gens l'ont fait et ont cette tentation, en fait, d'aller chercher des comparaisons du côté de la France, du côté de Bonaparte. Il y a même un livre qui a été écrit il y a quelques années, regardant Vladimir Poutine sous l'angle d'un Bonaparte russe. Un livre d'ailleurs très savant sur le bonapartisme et qui est très
qui moi, m'a beaucoup intéressé, parce que justement, ça met en exergue des choses sur Poutine. Moi, comme vous le savez, je suis assez peu comparatiste. J'esquisse une comparaison à la fin du livre, pour moi, qui est plus pertinente. Il y a un rapprochement qui me paraît plus pertinent, c'est celui avec Bismarck, qui me semble plus... Bon, voilà. Mais c'est à creuser, encore une fois, hein, je ne vais pas... en toute modestie. Alors, je pense qu'effectivement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est dans la construction là d'un... alors, souvent, aussi, certains sont tentés de rapprocher Poutine et De Gaulle. Bon, pour moi, les deux personnages n'ont vraiment strictement rien à voir. Vraiment rien à voir. Je pensais à l'aspect comparaison n'a pas raison, vous avez parfaitement raison de le souligner, en particulier ici, mais c'est sur l'aspect plébiscitaire, parce que vous dites que le pouvoir de Poutine repose sur une popularité qui est réelle. Oui. Et il tire son pouvoir du plébiscite quasi permanent populaire, y compris avec ses grandes messes médiatiques en dehors des élections. Aujourd'hui, oui, c'est clair. Depuis 2012, on peut dire qu'on est entré dans une phase que j'ai appelée régime plébiscitaire. Et dans la première phase du poutinisme, disons des années 2000, on était dans un régime que j'appelle démocratie administrée, c'est-à-dire un régime où la dimension démocratique est très limitée par la puissance du parti du pouvoir. Donc le parti du pouvoir, c'est Poutine, c'est le parti Russie unie, c'est les dirigeants russes qui s'imposent comme en fait les seuls dirigeants. Il y a encore, je dirais, des élections avec d'autres partis, etc. Mais ces élections sont très dominées par le parti du pouvoir. Puis après Medvedev, après 2012, on entre dans une mécanique qui, à mon sens, est beaucoup plus plébiscitaire et qui va devenir de plus en plus plébiscitaire et autoritaire avec la montée en puissance de la guerre, 2014, puis 2022 encore plus. Donc je pense qu'il y a effectivement deux périodes de ce point de vue-là. Et le régime plébiscitaire d'aujourd'hui, alors qu'est-ce que ça veut dire régime plébiscitaire? C'est-à-dire que lorsque les gens sont appelés à voter, alors on ne va pas prendre les élections les plus récentes parce qu'elles se sont déroulées de manière dans le contexte de la guerre, mais celles de 2018 par exemple, qui sont intéressantes, les élections présidentielles. Là on voit qu'on est passé du régime de démocratie administrée au régime plébiscitaire d'abord par les scores, par le nombre de votes et aussi par la manière dont la campagne a été menée. C'est-à-dire que Poutine s'est comme d'habitude mis en retrait de la campagne. Il y a une campagne qui se déroule avec d'autres candidats, mais lui n'y participe pas. Ça, c'est depuis le début, puisque dès 2004, au moment de sa réélection, il va dire, moi, c'est très bien qu'il y ait une campagne électorale, mais je n'ai pas le temps d'y participer, parce que moi, je travaille. Bon, avec ce type d'humour un peu à froid qui le caractérise. Donc, refusant le débat avec des adversaires qu'il considère comme illégitimes, enfin non pas illégitimes, mais c'est l'antithèse d'un Macron. Qui sont légitimes, mais ils sont pas à ma hauteur. Voilà. Et ça va être très bien expliqué par son adjoint Surkov, qui joue un rôle à l'époque en 2004-2005. Son rôle politique est important. Et Surkov va dire le personnage du mage du Kremlin en vrai. Qui est un livre d'ailleurs que je recommande à tous de lire, qui est un très bon livre, très, très intéressant. C'est une fiction, qui est, à mon avis... Et qui donne des clés. Qui donne beaucoup de clés et qui est très intelligemment et remarquablement écrit. Surkov va dire, mais regardez, certes, nous avons une démocratie sans alternance, c'est ça la démocratie administrée, on vote, c'est toujours le même parti qui gagne, le même président qui est réélu, mais regardez la tête de l'opposition. Est-ce que sérieusement, vous allez confier le pouvoir à ces gens-là ? Vous avez des communistes qui datent d'une autre époque, vous avez Zhirinovsky qui est un leader populiste à moitié fou et complètement incontrôlable, et puis Navalny, qui était à l'époque un peu en train de monter, qui fait... C'est quoi son métier ? C'est blogueur. C'est un métier ça, blogueur ? Voilà. C'est en ces termes qu'on va, en fait, le parti du pouvoir disqualifie l'opposition. Alors c'est pas Poutine qui le dit, le fait dire. Et donc l'opposition se retrouve en situation de tribune, de simple tribune, mais elle a une fonction quand même. Elle permet aussi tout de même de soupape, on va dire, de l'expression, notamment en matière sociale, puisque le Parti communiste continue d'être la force d'opposition principale, parce qu'il a une assise sociale et qu'il exprime des revendications sociales. Ça, c'est souvent oublié. Dans le récit, c'est le premier parti opposition, et le parti de Poutine et la politique économique de Poutine est une politique économique libérale.
Bon, c'est pas une politique socialiste. Bon. Alors, D'ailleurs, les chocs de popularité, c'est toujours sur les questions sociales. c'est toujours sur les questions sociales que tout d'un coup, les mobilisations les plus importantes, l'hôpital, retraite, voilà. En plus, on est quand même dans un pays vieillissant. Le facteur démographique est essentiel. Vieillissant malgré les réformes qui consistent à essayer de stimuler la démographie. Bon, ça stimule un peu, mais pas des masses, à mon avis. En tout cas, pas de manière aussi significative, pas autant qu'on le voudrait. Le principal apport dans la croissance démographique, c'est l'immigration. Et donc, on a une population vieillissante sur laquelle, d'ailleurs, s'appuie... Alors, c'est un autre point que je voudrais développer là. Donc, on a une démocratie administrée avec une opposition qui fait de la figuration, qui est là, en tribune. Hein. C'est l'aspect tribunicien des oppositions. On est passé à quelque chose de différent après 2012 et surtout 2014, où il s'agit cette fois-ci les élections servent à renforcer le pouvoir, c'est-à-dire à montrer que le pouvoir est vraiment légitime. Donc là, on est dans une dynamique où l'opposition existe encore, bon, mais elle est encore plus marginalisée. Et là, il s'agit d'aller voter pour soutenir donc le dirigeant principal, parfois il était même qualifié de leader national à une certaine époque, maintenant ça se dit plus trop, soutenir le pouvoir parce que l'État a des ennemis, peut être affaibli, et le pouvoir doit être fort pour que l'État soit fort. Voilà. C'est ce que j'explique dans le livre et dans d'autres livres, et qui est quelque chose sur lequel je reviens toujours, c'est que en réalité, en Russie, on a cette dialectique d'un pouvoir fort qui essaie de consolider un État faible. Et c'est pas aujourd'hui différent. L'État s'est considérablement renforcé aujourd'hui, notamment par ses capacités d'intervention en économie et sa puissance économique, on va dire. Donc vous parliez d'un pouvoir fort incarné par Vladimir Poutine, très fort, mais qui repose sur un État structurellement faible. Oui, structurellement faible, et depuis toujours. Et je dirais que même l'État soviétique était faible. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est un État Ça surprend les gens quand il dit ça. Oui, alors, ça surprend les gens. Et ça surprend les gens parce qu'on a cette image occidentale d'un État totalitaire, en fait, à l'époque soviétique, avec la police politique omniprésente, avec une présence... Qui a existé, mais... Bien sûr, je ne suis pas en train de nier, loin de là. Précise, bon, alors, une police politique omniprésente, des déportations, un usage de la violence politique, un usage massif de la violence politique à certaines périodes, une omniprésence du pouvoir, en fait, dans la vie quotidienne des gens, à travers un certain militarisme, une surveillance de la population, etc. etc. Bon. Tout ça, ça ne fait pas un État fort, en fait. Ça fait un État, certes, très présent, un État qui peut être intrusif, autoritaire, voire totalitaire, mais c'est pas forcément un État fort. Voilà, parce que, justement, alors après 91, et Poutine est entré, si j'ose dire, a commencé à être... ce qu'on peut appeler une carrière politique, c'est-à-dire à être non plus officier du KGB, où il a été jusqu'en 90, mais au service de l'administration municipale de Saint-Pétersbourg, puis ensuite de l'administration fédérale à Moscou. Il était dans cet État russe post-soviétique qui avait hérité des faiblesses de l'État soviétique et qui était encore plus faible, si je veux dire. Bon. Donc, toute la stratégie, en fait, politique de Poutine, mais je pense que n'importe qui aurait pris le pouvoir après lui aurait fait la même chose. Je pense qu'il est vraiment... c'est de renforcer le pouvoir avec l'objectif de renforcer l'État. Alors, ce qu'il faut bien voir, qu'est-ce qu'on veut dire par renforcer l'État ? J'essaie d'expliquer ce qu'il a fait. Enfin, ce qu'il a fait pas tout seul, mais ce qu'il a impulsé dans les années 2000, c'était une... Vous disiez tout à l'heure qu'il a sauvé les meubles. Il a sauvé les meubles en recentralisant le pays et pour faire rentrer des impôts. C'est quand même le nerf de la guerre. La fiscalité était complètement anéantie. Bon, elle n'était pas inexistante, elle était très anéantie, minée par la corruption et surtout minée par les réseaux régionaux qui captaient des ressources avant même qu'elles tombent dans les caisses de l'État. Bon, donc il a essayé de remettre de l'ordre, il y est parvenu. Mais il est même parvenu à créer un État plus interventionniste, à faire revenir l'État au cœur des secteurs stratégiques de l'économie.
Ce qui s'est encore amplifié depuis cette guerre, depuis 2022, ce qui reste à étudier, mais ça c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, comment l'État russe se transforme avec la guerre. C'est ce que vous abordez très très bien dans votre précédent livre sur le logiciel impérial. Encore beaucoup de boulot. Oui, bien sûr, mais sur le Kremlin qui s'étend, le Moscou qui s'étend impérialement par système défensif. Absolument. Et l'économie de guerre, ce qu'on appelle l'économie de guerre pour simplifier, dans quelle mesure cette économie de guerre est-elle en train de transformer l'économie tout court? Ça, c'est quelque chose à laquelle j'ai pas de réponse. Je pense que personne ne peut avoir de réponse vraiment très, très définitive aujourd'hui. Mais pour revenir, l'obsession, on va dire, des dirigeants russes et de Poutine en particulier, ça va être de renforcer l'État. Parce que cet État est structurellement faible. Et il y a 3 choses sur lesquelles je voudrais revenir. Il est faible, d'abord, dans l'héritage culturel russe. Les dirigeants ont tendance à toujours accentuer les dangers qui menacent l'État, c'est-à-dire la faiblesse de l'État. Ça, c'est un discours que tous les empereurs ont utilisé depuis Ivan le Terrible. Bon, y compris Pierre le Grand, y compris Catherine II, y compris... Bon, se sont plaints, en fait, des problèmes structurels de l'État russe. C'est d'abord la dimension du pays, comment gouverner un territoire aussi vaste, la difficulté des communications, la difficulté de faire entrer des impôts, la difficulté de garder l'argent public dans les caisses de l'État et que ça ne fuit pas dans les poches privées. Ça, c'est Alors, vous lisez tous les romans russes du 19e siècle. Voilà. La difficulté de ce thème, la corruption, est omniprésent. Bon. Un État multiethnique, pluriconfessionnel. Un État multiethnique, pluriconfessionnel. Et puis aujourd'hui, last but not least, pour parler bien français. Il y a plus de musulmans en Russie qu'en France, par exemple. Comment ? Il y a beaucoup plus de musulmans, par exemple, en Russie qu'en France. Oui, mais bon, ça oui. Non, mais les gens ne savent pas, par exemple. C'est ça, bien sûr. C'est plus, d'une certaine manière. Alors, je ne sais pas si c'est plus en Russie qu'en France aujourd'hui. Proportionnellement, oui, je pense. Mais en tout cas, c'est historiquement. Comment dire, c'est un fait historique bien plus ancien. Mais surtout, en fait, et je dirais que c'est quelque chose qui a été très amplifié par d'abord la révolution de 17, puis ensuite la Seconde Guerre mondiale, puis la guerre froide, c'est un État en but à des ennemis extérieurs qui veulent le détruire. Bon. Et quand on a ce discours russe sur la faiblesse, un État en danger, c'est-à-dire qu'on nous veut du mal, on veut nous envahir, on veut capter nos ressources, on veut nous transformer en colonies de matières premières, ça n'est pas... Alors, la réponse occidentale commune, c'est de dire ça c'est un fantasme russe. Alors, c'est peut-être un fantasme, mais c'est quelque chose... Mais il faut prendre au sérieux les fantasmes. C'est quelque chose qui est profondément ancré dans une certaine vision du monde, et pas seulement chez Poutine. Voilà. Cette idée que la Russie peut être véritablement soumise à une extrêmement forte pression qui va détruire l'État. Il y a 2 exemples historiques qui sont quand même pas négligeables. C'est 1917, la Révolution qui a détruit l'Empire russe, 1991, la chute de l'URSS. Bon, alors elles ne sont ni l'une ni l'autre imputables entièrement à des causes extérieures, on est bien d'accord, hein, ça relèverait vraiment du fantasme, là pour le coup, historique, mais il y a toujours eu aussi, dans l'histoire, un contexte d'inimitié, voire d'hostilité occidentale à l'égard de la Russie, qui va précipiter ou accélérer le démantèlement de l'État. Et ça, c'est quelque chose qui est pris très très au sérieux dans les cercles dirigeants russes. Et il y a une bonne raison à ça, c'est que c'est très récent, c'est très palpable. Hein. Donc, parce qu'au risque d'apparaître pro-russe, il y a quand même l'affrontement long avec l'Empire suédois qui va se terminer à la bataille de la Poltava. La bataille de Poltava en Ukraine, tout près de Poltava, exactement. Tout la à fait. Révolution de 17, enfin il y a 1812 avec l'invasion des Français qui est près de Moscou. Bien sûr, oui. Il y a avant tout ça, il y a les Chevaliers Teutoniques. Oui, et puis Eisenstein a fait un film célèbre. En 1612, les incursions et la prise du pouvoir des Polonais au Kremlin. Les Polono-Lituaniens. Et puis il y a l'offensive polonaise de Piłsudski, la quasi-coalition internationale qu'on connaît aujourd'hui, qui va opérer contre les bolcheviks dès 1919 en Ukraine. Oui, absolument. Puis il y a la Deuxième Guerre mondiale. Oui, non, il y a une historicité. Si on fait un effort, si on fait l'effort, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand je dis, c'est ceux qui, y compris surtout ceux qui souhaitent s'opposer à la Russie, peuvent se mettre dans
dans la peau de l'adversaire. Parce que Absolument. Je pense assis du point de vue du Kremlin, on peut considérer que c'est un fantasme, mais enfin bon, les faits historiques montrent que c'est pas tellement un fantasme. Non, c'est pas du tout un. Enfin, c'est effectivement une menace qui est une construction, une représentation, je veux dire, d'une hostilité extrême, etc., qui est plus ou moins d'ailleurs importante selon les périodes de l'histoire, mais c'est quelque chose, c'est une constante qu'on retrouve dans toutes les périodes et qui s'appuie sur des faits historiques réels. Donc c'est une perception très forte et qui, à mon avis, à la fois dans l'élite dirigeante russe, mais également dans la population. Il y a aussi la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, la Grande Guerre patriotique. Tout ça fait que ça renforce, si vous voulez, la dimension plébiscitaire du régime. Poutine, c'est l'homme qui garantit l'existence de la Russie en tant qu'État. Ni plus, ni moins. Sauf que la Russie, c'est pas seulement pour moi un objet d'étude, j'ai aussi des amis avec qui je parle, et j'ai beaucoup d'amis qui sont pas forcément très très pro-Poutine, d'ailleurs, d'une manière générale. De différentes classes sociales, de différentes régions, de différents univers culturels, artistiques, ce que vous voulez. Et ce que j'entends souvent, c'est ça, c'est justement, c'est bon... on l'aime pas, mais il fait le job. Voilà, on l'aime pas, mais il fait le job, il est là, il est nécessaire. Il faut voir aussi, ce qu'on voit aussi peu de chez nous, c'est toutes les critiques qu'il peut y avoir à son égard, surtout depuis le début de ce qu'ils appellent l'opération spéciale, contre sa mollesse supposée. Hein. Voilà. C'est Chinel, ici, sur Fréquence Populaire, a expliqué qu'il y a une vraie pression nationaliste violente. Violente, qui depuis très longtemps. Et bien supérieure aux proches de Navalny. Absolument. Sans comparaison. Non, mais parce que enfin, je dirais la dissidence et l'opposition vraiment libérale est maintenant soit en prison, soit morte, soit à l'extérieur, en exil, donc elle pèse encore moins qu'avant. Par contre, ce qu'on appelle les turbo-patriotes, hein, vous connaissez bien, les turbo-patriotes sont présents dans les médias, ils tiennent un certain nombre de talk-shows importants et très regardés, et très franchement, je pense que on gagnerait, je dirais même, chez nous en France, à montrer ces gens-là. À montrer ces gens-là, à dire, regardez le débat en Russie hein, sur l'actualité, et je pense que ça... Parce qu'on a l'impression que tout le monde est d'accord et que personne ne critique jamais rien. Prigojine, c'était pas qu'une lubie, ça Prigojine n'était pas qu'une lubie. C'est-à-dire qu'il y a c'est une véritable insurrection. Dans l'appareil militaire russe, voilà. Il y a des gens qui trouvent que y aller mollement comme Alors, du point de vue occidental, tout c'est difficilement dit parce qu'on n'explique pas assez comme vous le faites. Mais de leur point de vue, c'était mou comme opération en février. Oui, mais c'est toujours mou encore. Hein. De leur point de vue, oui. Hier, j'ai écouté une émission à la télévision russe. Oui, excusez-moi, oui, effectivement, j'écoute la télévision russe. Et j'ai été sidéré par des remarques comme ça sur plateau, sur qu'est-ce qu'attend-on pour raser. Enfin, c'est pas la première fois que ça se dit. Alors, on a eu déjà, il faut mettre plusieurs missiles nucléaires sur Kiev. Maintenant, c'est complètement rayer l'Ukraine de la carte, etc. Et on y voyait des gens, certes, qui ne sont pas aux commandes des manettes, heureusement, mais qui ne voyaient pas beaucoup, je dirais, de gens en face d'eux pour dire arrêtez de délirer. Il y a une vraie pression. Voilà. Alors, évidemment, le pouvoir laisse dire ces gens-là parce que ça permet de faire, évacuer la vapeur d'une situation qui est quand même très très dure. Aujourd'hui, dans la Russie d'aujourd'hui, où la guerre est à la fois invisible et omniprésente, hein, dans le quotidien. Quasiment schizophrénique. Bon, mais ça montre que la nature, pour en revenir à la nature plébiscitaire du pouvoir actuel, il s'appuie vraiment sur des ressorts qui ne sont pas liés uniquement à la personne de Poutine. Poutine est là que comme un porteur, une incarnation. Voilà. Donc il y a un vrai... vous avez répondu à la question, en fait, il y a un vrai consentement profond du peuple russe qui est lié à ce besoin d'autorité, d'une figure je pense que c'est soit la verticale de l'autorité. Oui, c'est un consentement. Le mot de consentement, je pense. La dictature de la loi, qui est le terme qui a été choisi à un moment par Poutine. Alors, c'était au début, la dictature de la loi. Il est très légaliste, d'ailleurs. Bon. Non, je pense pas que ce soit. Le mot de consentement me gêne parce que dans le mot de consentement, il y a le mot d'adhésion. Résignation, alors Non plus. C'est quelque chose qui est du domaine du soutien à l'État. Je pense que c'est davantage ça. C'est une sorte de patriotisme
assez profond lié à la pérennité de l'État, encore une fois, dont la fragilité est intériorisée par les Russes d'une manière générale. Cette fragilité de l'État, elle est instrumentalisée, je dirais, par le pouvoir en disant attention, notre État est en danger, nos ennemis nous attaquent pour renforcer le pouvoir. Mais c'est pas forcément un consentement ni à la personne de Poutine, ni à c'est un consentement. Alors là, pour le dire, au corps du roi qui est le monarque. Voilà, c'est un consentement à la domination d'un monarque. C'est Il joue son rôle. l'immortalité du pouvoir. C'est deux corps Quelque du chose roi, comme ça, exactement. D'ailleurs, je le cite. Oui, voilà, j'essaie de l'adapter parce que c'est pas très adapté. Les deux corps du roi, c'est vraiment la royauté occidentale. Oui. Mais il y a quelque chose de cet ordre. C'est-à-dire la personne de Poutine elle-même, elle est vraiment double. Voilà, il y a le dirigeant, hein, celui qui a le pouvoir, le monarque, et puis la personne de Poutine. Je ne néglige pas non plus la personne de Poutine dans ce livre. Je dis pour vos lecteurs éventuels, enfin les éventuels lecteurs qui voudraient le lire, parce que je pense qu'une des dimensions du personnage aujourd'hui, pour un lecteur occidental, c'est les dimensions que j'appelle mythes et légendes autour de la personne, c'est-à-dire tout ce qu'on raconte sur lui, qui n'est pas, alors qui est du domaine, je dirais, des légendes et des mythes. C'est la fabrication de son image. La fabrication de son image, mais aussi toutes sortes de rumeurs qui circulent sur lui, qui sont intéressantes. Alors, c'est la troisième partie du livre où j'essaie de... alors, encore une fois, de manière... il faut être très modeste parce qu'on n'a pas, évidemment, l'accès à des sources... la vie privée de Poutine est extrêmement bien protégée. Hein. C'est difficile d'avoir des sources. Mais j'expose, en fait, les différentes théories. Très bien d'ailleurs. Voilà. Encore une fois, c'est de la même manière, sans... Voilà. Poutine milliardaire, fortune, sa première femme, ses deux filles. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres enfants? Est-ce qu'il y a d'autres enfants? Sont-ils mariés? Cette vie étrange qu'ont eu ces deux filles tout de même. Enfin, les deux filles officielles, enfin celles qui existent vraiment. On sait qu'elles sont là et qu'elles sont officiellement ces deux filles, même si elles ne portent jamais son nom et qu'elles ne sont jamais interviewées en tant que fille du président, mais en tant que qualité directrice d'un laboratoire d'intelligence à l'université de Moscou et l'autre médecin. Bon, j'essaie d'exposer, de dire voilà ce dont on dispose comme source sur la personne de Poutine et effectivement le côté people, si vous voulez, un peu de la personnalité de Poutine, surtout exploité en Occident est très intéressant. Ça révèle quand même une personnalité, une véritable icône politique qui a dépassé le champ de la Russie, en fait. C'est vraiment devenu une icône politique. Il représente la Russie. Si vous allez dans n'importe quel pays du monde, même... Moi, je vais beaucoup en Afrique. Par exemple, en Afrique, c'est sûr, même en Asie, ou en Amérique latine. Dans les pays BRICS, entre autres. Voilà, mais qu'est-ce que c'est la Russie politique. La Russie, c'est quoi? Poutine. Ça vient immédiatement derrière. Ça vient avant le Kremlin, ça vient avant... Alors, c'est là-dessus que je vais vous poser la question. Sur Poutine lui-même et la nature du pouvoir russe, et ce qui fait qu'il est perçu comme vous venez d'indiquer. Hier, on a reçu Patrice Franceschi. Alors, on va couper, excuse-moi, Pedro. On a récemment reçu Patrice Franceschi, qui nous a parlé, il est allé beaucoup récemment en Arménie, comme toujours au Kurdistan, il écrit des livres, il est aventurier, il connaît très bien les vicissitudes des guérillas et de différentes zones du monde, et on a parlé des chefs d'État. Et il dit l'un des problèmes qu'on a en Occident, c'est qu'on n'a pas de chef d'État. Il disait les chefs d'État, le véritable chef d'État, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec lui, que ce soit un adversaire ou pas, c'est quelqu'un qui a une conviction profonde, qui a une vision du temps long et la volonté d'imposer sa vision, cette conviction profonde dans le temps long, et donc de projeter son pays dans l'avenir. Et il dit, c'est idéal typique, il n'aime pas beaucoup Poutine d'ailleurs, c'est ce qu'est Poutine. Et j'ai l'impression, moi, que dans les pays BRICS où j'ai pu aller, en particulier les pays ex-colonisés ou plus ou moins néocolonisés par l'Occident dans la phase de la mondialisation, il est une incarnation de on peut avoir une projection de son pays
souverain, et il incarne ça, en fait, pour les gens. Est-ce que ça tient quelque chose à lui, en particulier, ou c'est juste parce qu'il est assis sur le trône impérial russe et qu'il incarne, pas comme n'importe qui aurait incarné cela en Russie? Non, je pense que ça tient à ça. Alors là, à sa manière d'exercer le pouvoir et surtout au discours qu'il tient sur la scène internationale, qui est un discours d'une grande continuité, en fait. En écrivant ce livre, je me suis replongé dans tous les discours qui ont pu être tenus par Poutine, tous les grands discours, on va dire, de politique étrangère. J'en donne quelques traductions, éléments. Il y en a un qui compte pour moi particulièrement, qui est très important, qui est le fameux discours de Munich, donc qui est prononcé en février 2007 donc au forum, Davos de la sécurité de Munich, en présence d'Angela Merkel, ni plus ni moins, et de pas mal d'autres chefs d'État. Et Sarkozy, etc. Si l'on regarde, si on lit ce discours et qu'on regarde l'évolution ultérieure, ça change pas significativement. Il y a une très très grande lisibilité, clarté d'exposition. Il y a aussi une très grande maîtrise de linguistique, je dirais même, et puissance du discours. C'est-à-dire que l'élément discours, le discours de Poutine, c'est quelque chose de très important. C'est pas du blabla. C'est pas du blabla, c'est très construit, c'est très bien fait, et je dirais, c'est peut-être un des points, un des éléments centraux de sa légitimité en interne. C'est pas quelqu'un qui dit tout et son contraire. Mais à l'international aussi, parce que la forme aussi est très importante. La qualité de la diction, ça paraît. Oui. La qualité de la diction, la qualité de la langue, sa capacité parfois à sauter d'un niveau de langage à un autre, dont je parle, les fameux discours disruptifs. Bon, je donne quelques exemples qui peuvent être très étonnants et très surprenants et qui interrogent sur quelle est la stratégie visée quand tout d'un coup on change totalement de discours. Un discours extrêmement construit, élaboré, précis et concis. Tout d'un coup, une sortie complètement incongrue, à connotation soit très grossière, soit sexuelle. Un peu vulgaire. Voilà. Mais vraiment, en russe, c'est... En russe, ça fait encore plus vulgaire, l'argot, mat, bon. Le discours est un élément important, et effectivement, au niveau international, il y a une grande continuité. Blatny ruski. Mat, ce qu'on appelle mat, c'est-à-dire l'espèce de jargon c'est beaucoup plus fort que l'argot français. Enfin, c'est une connotation beaucoup plus. Oui, c'est pour ça que je parlais des Blatny pièces. Voilà, c'est ça, Blatny pièces, et bien au-delà même. C'est des prisons. Voilà, c'est ça, avec les expressions bien connues dans les lettres qui commencent par. Vous connaissez. Voilà. Donc, ça c'est surprenant, mais c'est rare, mais ça mérite d'être signalé. Sinon, son discours est très constant, et je pense que ça s'appuie aussi sur un relais constant et une connexion de long terme avec le ministère des Affaires étrangères. C'est le discours international de la Russie, la politique extérieure, le discours sur la politique extérieure, les termes choisis, les concepts, ça est très stable. Voilà. Et je pense qu'effectivement, cette stabilité est liée aussi au caractère plébiscitaire du pouvoir et autoritaire du pouvoir qui permet d'être dans la durée. Ce que je voulais dire pour rebondir sur votre question, c'est de dire que tout cela s'est pas fait en un jour, et au départ, on ne pouvait pas présager. Et je pense que le poutinisme, si on peut l'appeler comme ça, c'est quelque chose qui se construit une fois au pouvoir. C'est-à-dire que toute cette vision souverainiste, on va dire, souverainiste des relations internationales, n'était pas du tout à l'ordre du jour dans les années 2000-2001. Ça va s'épanouir, venir à partir de 2003-2004, et puis on va en voir vraiment la manifestation de plus en plus grande après 2007-2008. Encore une fois, dans ce discours de Munich, tout ce qu'on voit après est annoncé, y compris même... Vous en mettez des morceaux d'ailleurs. Oui, tout est absolument annoncé. Et je pense qu'effectivement, ça rend la position internationale de la Russie relativement claire et compréhensible. Ce qui ne laisse pas de m'interroger, c'est pourquoi on ne la prend pas au sérieux dans nos pays. Tout est à peu près écrit, dit. J'allais vous poser la question, parce que encore une fois, quand on regarde, on change de focale et je regarde la carte du monde, quand on va lire la presse
géopolitique, politique brésilienne ou singapourienne ou Indienne. du Vietnam ou indienne ou africaine. Il semble voir ça. Et Oui, ce qui est souligné, c'est ce qui revient souvent, vous semblez le confirmer, c'est que Poutine fait ce qu'il dit. Lavrov, qui est le ministre des Affaires étrangères, fait ce qu'il dit. Il y a Et une cohérence entre en les deux. 2007, ils ont dit à Munich, pour faire simple, ils ont dit si vous allez en Ukraine, ça va finir en conflit, et puis on veut plus de la domination. Oui, ils l'ont dit un an après, ils l'ont dit à Bucarest, au sommet de l'OTAN. Bucarest, puis ils l'ont dit après, Ils l'ont dit. Puis ils l'ont dit en 2014, puis ils l'ont dit en novembre 2021. C'est Jeffrey Sachs et Mearsheimer, et John Mearsheimer qui répètent tout le temps, mais ils vous l'ont dit 14 fois. Faut pas être surpris. Même plus que 14. Je pense que c'est vraiment à Munich que les choses sont dites. La critique de l'ordre unipolaire américain, on revient sur toujours cet éternel épisode de l'expansion de l'OTAN contre les promesses qui ont été faites à l'URSS en 90, etc. Tout ça est dit et redit et redit et redit. Et étonnamment, ça paraît ne pas... Imprimé ici. Alors, on voit parfois, moi j'observe ces derniers temps, par exemple, que assez récemment, le secrétaire général de l'OTAN a reconnu ça, a dit oui, bon, la Russie a toujours dit que l'extension de l'OTAN était un problème. Bon, ça va et ça revient. Et en même temps, il y a chez les dirigeants occidentaux, et dans l'Occident collectif, si on regarde l'Occident collectif d'un côté, comme disent les Russes aujourd'hui, et puis de l'autre, la Russie, en face à face, il y a effectivement une certaine unicité politique et unité politique d'un côté, et puis de l'autre, un très grand brouhaha, en fait, qui nuit à la position. Enfin, il n'y a pas de position collective de l'Occident collectif, si j'ose dire, et surtout, il n'y a pas d'unité de discours, et surtout, c'est sans cesse, ça change sans cesse. Voilà, on passe sans cesse d'un extrême à l'autre, on ne sait plus très bien où on se situe. Alors que là, les choses sont relativement stables, et je m'étonne, encore une fois, comme vous disiez tout à l'heure, vous vous étonniez que on n'analyse pas correctement le pouvoir russe, parce que c'est pas non plus d'une extraordinaire complexité. Hein. Il y a des choses qu'on peut lire. Tout n'est pas, loin de là, accessible. Mais enfin, on a, en lisant les sources ouvertes, on a déjà beaucoup d'éléments. Hein, ne serait-ce que les sources produites par les institutions elles-mêmes. Il faut commencer par aller voir là. Le discours officiel, voir. On a effectivement, moi j'ai une grande perplexité à l'égard de cette volonté, de cette incapacité à traiter la Russie pour ce qu'elle est. Voilà. Ni ce qu'elle réalise, parce que moi je me souviens très très bien. Et j'ai lu plusieurs fois, entre autres, les passages que vous citez, mais le discours justement de Munich, c'est réalisé quasiment à 99%. À peu près. Fin du monde unipolaire, de nouvelles monnaies, BRICS, qui sont évoqués. Parce les BRICS sont déjà évoqués. À l'époque, c'était dans les limbes. C'était les BRICS. C'est même pas de S. C'était dans les limbes. Il y avait aucune institution. C'était une idée comme ça qui flottait un peu en l'air. Mais en fait, on se met 18 ans après, c'est fait. Et donc, c'est fait. À un moment donné, puis 2008, vous le rappelez, donc Bucarest, sommet de l'OTAN, où George Bush, malgré les réticences de Mme Merkel et de M. Sarkozy, souhaite que ce soit inscrit dans la déclaration finale que la Géorgie et l'Ukraine vont rentrer dans l'OTAN. Alors, en vocation A. Oui, vocation A, mais ce que je veux dire, c'est qu'immédiatement après l'été, il y a la guerre en Géorgie. C'est ça. 2 semaines après. Et résultat, maintenant, on va avoir un sommet de l'OTAN où Donald Trump ne souhaite pas que l'Ukraine soit marqué que l'Ukraine a vocation à entrer dans l'OTAN. De facto, c'est une victoire. Alors, c'est une victoire, mais enfin, qui coûte cher, quand même. Toutes les guerres coûtent cher. Voilà, mais c'est effectivement l'objectif. Je crois que l'objectif de la guerre pour la Russie, c'est effectivement non pas seulement, ça n'est pas conquérir l'Ukraine, ça n'est pas même prendre plus de régions, même si cet objectif, ce sera le cas, et même si cet objectif n'est pas non plus à négliger, je pense que la volonté de reprendre le contrôle de certains secteurs stratégiques et sites logistiques et stratégiques est réelle. Et ne doit pas être minimisé, mais néanmoins l'objectif principal de la guerre, c'est de redessiner l'architecture de sécurité en Europe en la renégociant sur une base moins défavorable à la Russie. Et c'est quelque chose qu'on retrouve depuis 2007, explicitement, à chaque fois répété,
En 2010, le président Medvedev s'était même fendu de deux textes, un mémorandum, je me souviens, puis ensuite il y avait même un nouveau traité pour la sécurité de l'Europe, pan-européen avec la Russie, etc. Textes qui n'ont jamais été, même tout simplement, on n'a même pas, du côté occidental, on n'a même pas dit oui, bon, ça existe, on va lire, rien, aucune réaction. Donc, effectivement, l'objectif, c'est toujours le même, et réparer, je dirais, l'unipolarité de l'après-guerre froide, et reconstruire un ordre européen favorable à la Russie. Je pense que c'est l'objectif assez clair, qui tient en deux lignes, et qui... alors après, la réponse européenne n'est pas unique non plus. Et je pense qu'une des grandes difficultés de l'Occident collectif, c'est de ne... Comme son nom ne l'indique pas, c'est de ne pas être collectif, justement. Voilà, c'est le problème de l'Occident. Déjà, quand on regarde l'administration de Trump, entre des Kellogg, des Witkoff, des Rubio et des Trump, bon, voilà, c'est l'écartèlement de la politique américaine. C'est difficile. Alors, il y a un aspect qui est intéressant, et je voudrais, si vous pouvez développer, c'est que la Russie est devenue, en quelque sorte, une sorte d'étendard du conservatisme light mondial. Conservatisme light. C'est pas l'Arabie Saoudite, disons. Oui, voilà. Conservatisme dans ce sens-là. modéré, disons. En tout cas, il y a un discours idéologique conservateur chez Poutine. Maintenant, il y a un discours anti-occidental, au sens de ce que vous avez dit, qui est lié au conflit, à Munich, enfin bref, cet affrontement entre un monde unipolaire et un monde multipolaire qui se construire, mais en même temps, il se pose en défenseur des valeurs occidentales, européennes, des valeurs européennes, la civilisation européenne, gréco-romaine, et ça peut sembler paradoxal, que la Russie en serait le garant alors que c'est dévoyé en Occident. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Alors bon, donc je vais faire de l'explication de texte de Poutine, et puis ensuite, Poutine et d'autres. Effectivement, la Russie serait une sorte de conservatoire des vraies valeurs gréco-romaines et chrétiennes de l'Occident chrétien. Et donc, depuis sa mise sous tutelle par un ordre, on va l'appeler néolibéral, avec pour capitale Washington principalement, l'Occident est tombé dans une sorte de décadence des mœurs et de décadence à la fois morale, mais aussi politique et sociale. Bon, voilà. Ça, c'est ce qu'il dit. Bon. Alors, qu'est-ce que je peux... Commentaire. 3 points. Premier point, rien de nouveau sous le soleil. Est-ce qu'ils y croient à ça ? Ou c'est juste du... Alors, on va commencer par ce point-là. Est-ce qu'ils y croient ? Certains y croient. Ça fait partie d'une sorte d'éthos. Tout ça, ça va avec le décorum religieux, le retour des grands habits, des coupoles dorées dans les villes, etc. Cette puissance financière et politique de l'Église orthodoxe, qui est un sujet que je ne connais mal, mais qui est un vrai sujet. Jusqu'à Paris. Jusqu'à Paris, mais surtout en Russie qu'on la voit. Et on se pose des questions. D'où vient l'argent, par exemple ? Moi, ça m'intéresserait beaucoup de savoir. J'aimerais bien lire quelque chose sur la base matérielle et technique. Mais vous voyez, ça vient des oboles, des croyants, bien sûr, dans les oui, tout à fait. Voilà. Donc, j'ai aucun doute là-dessus. Alors, ça fait partie du décorum du pouvoir, ça fait partie d'un discours. Est-ce qu'ils y croient ? Est-ce que les dirigeants eux-mêmes croient à leur propre discours ? Ça m'étonnerait quand même que. Est-ce qu'un Poutine croit que l'Occident sombre dans un wokisme LGBTI+, oui, ça, je pense qui se pervertissent dans des considérations politiques qui n'ont aucun sens. Comme nous, on voit, comme l'Occident regarde la Russie avec des lunettes très déformantes, la Russie regarde l'Occident avec des lunettes très déformantes. Donc on surdimensionne le wokisme, LGBT. Enfin, ça est vu comme une espèce de cancer social. Bon, quand on vit dans ces pays occidentaux, on se rend bien compte qu'il faut ramener les choses à leur juste proportion, tout de même. Bon, voilà. Donc, il y a ça. Est-ce qu'ils y croient ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un bon produit
à l'intérieur du pays pour justifier et pour légitimer une Russie plus conservatrice. La société russe croit-elle à ces valeurs conservatrices? Ça, c'est la vraie question. Et quand on regarde la société russe, alors il y a peut-être une sorte de consensus un peu conservateur comme ça, mais très franchement, je suis assez sceptique. Hein. Bon, voilà, vous connaissez la Russie autant que moi. On y divorce, on y avorte et on a des couples homosexuels. Hein, et puis des boîtes de nuit, des boîtes gays, des machins, tout ça, ça existe. Bon, alors certes, il y a cette loi. Je dois avouer, j'étais là, le 9 mai à Moscou pour les célébrations qu'on a couvertes pour Vacances Populaires. J'étais assez surpris dans le métro de voir beaucoup plus de gays ostentatoires. Comme s'ils sortaient de boîte de nuit ici, dans le Marais. Oui. Il y en avait moins il y a 15 ans. Oui, je pense que c'est pas un fait. Alors d'abord, il n'y a pas de pénalisation de l'homosexualité, il faut quand même le rappeler. Et puis ensuite, il n'y a pas de persécution des homosexuels. Il y a une interdiction. Par contre, ils peuvent tomber sur des... Ah oui, alors ils peuvent tomber assez facilement. Il y a des dangereux quand même. Oui, alors déjà, une homophobie bien plus violente que chez nous. Et d'autre part, il peut y avoir aussi, ils peuvent tomber sous le coup des lois qui interdisent la propagande homosexuelle. Et donc, ça peut aller assez vite. Hein. Alors, interdiction des drapeaux arc-en-ciel, pas de médias, pas de défilés, etc. Bon. Mais ça n'empêche pas des couples homosexuels de vivre en Russie. Voilà, ça, moi, j'en connais. Hein, donc, voilà. Alors, est-ce que la société croit à ces valeurs conservatrices ? Ça fait un Est-ce que le nationalisme conservateur, c'est le ciment de la société? La Russie n'est pas une société conservatrice, en fait. Voilà. Même dans les campagnes? Dans les campagnes, davantage. D'abord, les campagnes, elles vieillissent beaucoup. Hein, et les villes moyennes sont peut-être plus conservatrices, etc. Quand on est jeune, et effectivement, c'est LGBT, hein, pour dire, on va plutôt aller essayer de se retrouver dans les grandes villes plutôt que de rester à la campagne, c'est pas facile. Oui, certes, mais fondamentalement, quand même, il y a une... Je peux me tromper, mais je pense que c'est une société moins conservatrice que la société polonaise, par exemple, fondamentalement. Voilà. Hein. Alors, en troisième point qui mérite d'être souligné à votre excellente question là, sur la Russie conservatrice, étendard des valeurs européennes, rien de nouveau sous le soleil. Pourquoi? C'était déjà complètement l'idée de Moscou, troisième Rome. Hein, c'est-à-dire la chrétienté romaine s'est effondrée il y a très longtemps. On ne revient pas dessus. Byzance a tenu le flambeau pendant 10 siècles, et puis après ça s'est effondré, donc c'est Moscou qui doit reprendre le flambeau. C'est-à-dire l'idée que Moscou serait le porteur d'une légitimité cette fois-ci spirituelle, hein, de la chrétienté, parce qu'il y a l'effondrement de tout le reste ailleurs. C'est pas une idée nouvelle. Hein. Ça, c'est vraiment dans cette continuité-là. Alors c'est pas explicite. Ils vont pas expliquer, non, aujourd'hui on est voilà, on est là. Ils vont pas l'expliciter de cette manière, mais moi je le vois historiquement. On est là-dedans, en fait. Ça c'est comment je dirais. C'est une vieille chanson sur de vieux airs. Hein, voilà. Enfin, les paroles changent, mais la musique pas tellement. Maintenant, moi, je ne crois pas beaucoup au conservatisme de la société russe. Je crois que la société russe, c'est une société... D'abord, qu'est-ce que ça veut dire conservatisme? Moi, j'ai beaucoup de problèmes avec ce terme. La société russe est beaucoup plus diverse et beaucoup plus multiple que ce qui n'y paraît. Et derrière la façade Russie unie, c'est l'État d'abord qui est uni. Hein. Bon, la société, elle est vraiment traversée par de profonds clivages, politisés ou non, explicites ou non, des clivages d'ordre ethnique, d'ordre religieux, d'ordre générationnel, très important. Ce qui me frappe beaucoup quand je suis en Russie, c'est de voir à quel point alors il y a une solidarité entre les générations parce que les anciens, il faut les soutenir parce que les retraites ne permettent pas de vivre. Ça, c'est un peu traditionnel. C'est un peu traditionnel, mais on s'en plaint en même temps aujourd'hui. On s'en plaint. Bon. La Russie, c'est un pays dans lequel il n'y a pas encore, comme chez nous, d'EHPAD. Enfin, il y en a, mais bon, mais ça commence. C'est une problématique que je vois arriver moi dans les familles de mes amis.
Voilà, des amis il y a 10 ans, 20 ans, j'avais des amis qui avaient des parents âgés, dont on s'occupait. Maintenant, il commence à y avoir dans les classes moyennes des homes, des institutions qui ressemblent à nos EHPAD, même si il y a une plus grande réticence à les utiliser. D'abord, c'est cher, et ensuite, c'est une plus grande réticence à les utiliser, parce qu'effectivement, là, il y a peut-être un esprit... Alors, je dirais pas, c'est pas une société plus conservatrice sur le plan idéologique, c'est plutôt une société plus traditionnelle, voilà, moins modernisée que les sociétés occidentales. Mais encore une fois, les structures familiales me semblent peut-être plus... Enfin, non, il y a beaucoup de divorces. Hein. Si vous regardez, il faut regarder les chiffres. Hein, avortement, divorce, c'est ça. On est société occidentale. Hein. Oui. Voilà. Taux de natalité. Donc après, ce que les gens ont dans la tête, c'est plus compliqué à analyser. Donc ce conservatisme est d'abord et avant tout un discours politique... Mais en tout cas, qui est très utile sur la scène internationale pour le Sud global. Qui est très utile. Ça marche bien. Alors je dirais que c'est essentiellement ça. C'est vraiment une arme narrative, comme on dirait aujourd'hui, pour l'ONU. Hein, voilà, c'est fantastique. Ajoutez à cela quand même que la Russie est membre de l'OCI, hein, l'Organisation de la Conférence Islamique, hein, donc ça pèse aussi côté ONU, donc avec les pays musulmans. Donc on a vu Lavrov se déplacer aux différentes conférences de cette OCI. La Russie est un pays musulman en tant que tel. Et se définit comme tel. Pas, il y a quelques années, ils ont fait une rencontre des oulémas du monde entier, à Grozny, qui ont fait des fatwas contre Daesh. Bon, avec l'efficacité qu'on sait, oui, mais enfin bon, voilà. Mais ça existe. Ça existe. Il faut se rappeler aussi. Ici, on a des gens qui aiment, certains, d'extrême droite, n'aiment pas les musulmans, même pas du tout même. Je pense qu'à Moscou, ils seraient extrêmement choqués. Les grandes prières de rue là, sur les avenues. C'est ça, oui, je me souviens d'un épisode assez récent qui était au moment des attentats de Charlie. Je ne sais plus si c'était Charlie ou Bataclan. Hein, bon. Dans cette période, il y a eu cette grande manifestation organisée à Grozny par le président Kadyrov autour de la mosquée de Grozny, qui est quand même la plus grande mosquée d'Europe après celle de Soliman le Magnifique à Istanbul, il faut quand même le noter. Elle n'est pas à Moscou la plus grande, j'ai l'impression que ça va peut-être maintenant Moscou dépasse. C'est gigantesque. Énorme, oui. Et avec des centaines, évidemment, de gens arrivés par bus de toute la Tchétchénie, du Daghestan et toutes les républiques du Nord-Caucase, pour défiler, pour condamner les infidèles qui avaient osé commettre des attentats terroristes, etc. Manifestation complètement organisée, c'est clair, aucune spontanéité. Mais là, il y avait un soft power musulman russe. Voilà, qui n'a pas été peut-être vu à sa juste mesure. C'est-à-dire qu'évidemment, ça ne pouvait pas se dérouler à Moscou, mais la Tchétchénie peut servir comme ça de zone de projection hein, d'un soft power à l'égard des pays musulmans. Parce que j'avais le pendant à votre... Je m'y attendais, en tout cas, c'est très intéressant ce que vous dites sur le réel conservatisme de la société russe. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, alors certes, dans les grandes villes, c'est plutôt l'inverse. Oui. Au sens, une explosion qui sidérerait ici les gens de la modernité au sens technologique. Absolument. Qui n'est pas celle de la Chine encore, qui est quand même très très loin de ce qu'on a ici. Absolument. Pour ceux qui, comme nous, ont connu Moscou, qui sortait, pas du Moyen-Âge, mais d'une sorte de cyberpunk complètement... un peu déglingué. Déglingué, même beaucoup. C'est frappant. Et les jeunes, la manière dont ils se projettent, quand on parle aux industriels, leur vision des usines, leur problématique de la main-d'œuvre, par exemple, ils l'abordent comme les Chinois. Même nos économistes, ici, n'arrivent pas à le concevoir. C'est-à-dire que quand vous n'avez plus de main-d'œuvre, qu'est-ce que vous faites ? Vous délocalisez, voilà. ou vous amenez des immigrés. Ouais. Non, comme les Chinois, ils sont en train de basculer sur l'automatisation, et donc une jeunesse qui est très très technologique et qui est projetée ailleurs déjà. Qui est très technologique, qui fait beaucoup d'études de sciences et d'ingénieurs, beaucoup plus en proportion qu'en France. J'ai vérifié des chiffres, à peu près le double, hein, quand même, en proportion. Hein. Même plus que chez les Chinois. Et effectivement, la technologie, les nouvelles technologies sont omniprésentes dans le quotidien, notamment, alors, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la présence des drones et des robots, enfin pour livrer
les pizzas, enfin n'importe quoi. Donc ça c'est quelque chose dont on n'a pas du tout, qu'on voit pas du tout en France pour l'instant. En tout cas, j'ai pas vu moi. Mais à Moscou, c'est déjà omniprésent, et pas qu'à Moscou, Kazan aussi, Saint-Pétersbourg, je pense aussi. Kazan, c'est loin. Sur fond de plus disparité croissante, je dirais, entre les grandes villes d'un côté, parce la métropolisation est très forte en Russie, les grandes villes connectées, on va dire, dans tous les sens du terme, et puis les villes moyennes et les campagnes, de plus en plus déconnectées du reste. C'est un peu une sorte de diagonale du vide russe. Oui, mais je pense que c'est une tendance lourde de toutes nos sociétés. Oui. Et c'est aussi le produit de la modernisation actuelle. Enfin, je connais pas la Chine, donc je peux pas en parler. La Caroline du Sud profonde américaine ne ressemble pas à San Francisco. Non, pas du tout. Alors les États-Unis, c'est aussi tout à fait ça. Hein. Mais c'est de plus en plus marqué et de plus en plus sensible. Et ce qui fait qu'effectivement, c'est un défi énorme pour l'État russe. C'est-à-dire comment maintenir une unité entre tous ces gens-là, entre tous ces territoires, entre tous ces groupes qui ont des intérêts totalement divergents, qui voient le monde de manière très différente. Si je peux encore un peu profiter de vous, est-ce que la guerre n'a pas été dans ce sens-là une bénédiction dans ce sens-là? Alors, parce que moi je lis, je suis quand même pas mal ce qui se passe en Russie. Donc il y a la guerre, il y a tous ces volontaires, il y a une armée il y a les appelés, mais il y a aussi l'armée des volontaires, donc ceux qui combattent. Il y a certes des morts, des blessés, en nombre quand même conséquent. Mais néanmoins, il y a énormément de gens qui passent, de jeunes qui passent par ce filtre ultra-patriotique. On peut faire difficilement plus patriotique qu'être soldat dans un contexte de guerre, et qui vont après entrer dans les administrations ou les entreprises, parce que c'est ça le plan, si j'ai bien compris, pour Vladimir Poutine. Faire entrer de manière prioritaire, un peu comme les GIs durant la Deuxième Guerre mondiale américaine, à différents endroits de la société. Donc il y aura une sorte de continuité de ce poutinisme, de ce truc patriotique. Alors, est-ce que la guerre sera une bénédiction pour le poutinisme, au fond, hein? Est-ce que ça va aider à perpétuer le poutinisme, Poutine n'étant pas éternel, hein, il commence à... il n'est pas si âgé que ça, mais enfin, il commence à avoir un âge. Il y a des blagues multiples sur le fait que c'est le 6e clone et qu'il le reproduit, il le remet en état. Oui, bon, alors il y a peut-être des clones, mais des sosies, il y en a, ça c'est vrai. Il y a une limite, de toute façon, même avec... Il y a une limite biologique, hein. Bon, il a 72 ans, 73 en octobre, bon, c'est pas très vieux à l'échelle française, c'est déjà un peu plus vieux à l'échelle russe, hein, parce que l'espérance de vie est quand même beaucoup plus, à peu près 10 ans de moins. Il a déjà dépassé la moyenne de l'espérance de vie du russe moyen. Alors, je ne sais pas si c'est avec des moyens de magie, hein, mais bon, je renvoie aux différentes lithographies. Pour être plus sérieux... Il semble utiliser un peu la technologie médicale. Je pense, oui. Ce serait normal, enfin bon, oui, ce serait bien le premier à ne pas faire. Probable. Alors, depuis 2018, même un peu avant, je dirais depuis l'après 2014, hein, on a vu des nouvelles institutions se mettre en place en Russie pour créer une nouvelle élite. Alors ça fait partie aussi des grands objectifs des États russes successifs, soviétiques, avant l'URSS. Comment créer une élite à la fois compétente, loyale, fiable, etc., et surtout suffisante pour gérer le pays, à la fois du point de vue économique, du point de vue politique. Et on a créé des dispositifs qui, à certains égards, ressemblent un peu à l'ancienne nomenclatura, mais modernisés. Alors, c'est des écoles de leaders, c'est-à-dire aller chercher, fabriquer des réserves de cadres, c'est ce qu'on appelle, ça porte ce terme. Et après, il y a eu plusieurs variantes de ces projets qui ont été portés notamment par l'académie, une académie qui s'appelle RANEPA à Moscou, RANHIX. Donc l'idée, c'est de véritablement fabriquer des élites dirigeantes, gouvernantes et administratives compétentes pour gérer le pays économiquement et politiquement. Alors, l'idée qui semble être celle des dirigeants russes aujourd'hui, pilotée d'ailleurs par un ancien Premier ministre, Kirienko, qui joue un rôle très important au Kremlin, ce serait de trouver un mécanisme d'intégration des bons éléments
officiers, sous-officiers qui ont combattu, pour les faire entrer, les propulser un peu plus vite dans l'élite dirigeante, leur assurer à la fois leur payer des études et en faire des composantes très patriotes de la future élite. Bon. Parce que la difficulté en fait de l'élite russe et soviétique, je dirais, hein, à toute époque, c'est d'avoir à la fois une élite compétente et loyale. Voilà. Et c'est difficile. Hein. On voit que la loyauté prime en période de crise, et puis en période de stabilité et de non-guerre, si on peut dire de paix, bon, ça va être plus le clientélisme, les réseaux, etc. Bon, tout ça, on peut faire une histoire sur 100 ans hein, d'évolution de l'élite russe, on verrait ça. Là, effectivement, ça va permettre, la guerre va permettre de réintégrer, enfin l'après-guerre surtout, va permettre de réintégrer une partie importante des anciens combattants dans l'élite administrative et économique du pays. Mais je serais beaucoup plus réservé que vous sur l'issue de cette guerre, parce qu'il y a aussi ceux qui, d'abord, vont y rester, et ils sont nombreux. Ceux qui vont déjà nombreux. avoir l'après-coup de la guerre, c'est-à-dire il y a toujours une espèce de... Dans tout pays, après des guerres qui ont mobilisé des centaines de milliers d'hommes, alors en Ukraine, ça c'est évident, ça c'est certain, mais même en Russie, il y a aussi un fort mécontentement des revendications des anciens combattants qui ne sont pas contents. Des conditions qui leur sont faites. Il y a aussi des centaines de milliers de personnes qui vont revenir avec qui une jambe en moins, qui aveugle, qui avec des gros problèmes moteurs, psychomoteurs, chocs psychologiques, etc. Ce qui va faire beaucoup de gens à prendre en charge socialement et d'un point de vue à la fois sanitaire et social et dans la société. C'est-à-dire que la guerre va entrer dans la société, en fait. Après, quand elle va se terminer, c'est là qu'on va, les gens vont revenir, les hommes vont revenir, entiers ou pas, morts, c'est une chose, vivants, c'est aussi une autre chose. Et c'est aussi très complexe à gérer. Et ça peut aussi se retourner contre le pouvoir. C'est-à-dire quand on va mesurer l'ampleur des dégâts humains, des pertes, et puis des troubles et des traumatismes que cette guerre va engendrer, je dirais, c'est comme une bombe à retardement. Donc moi, je suis très, très... je pense qu'il faut être très prudent avant de... Alors, une victoire russe paraît... une situation d'arrêt de la guerre qui sera présentée comme une victoire russe me semble assez plausible, et même depuis le début. Ça se passe toujours mieux le retour dans ces conditions qu'une défaite. Ça se passe toujours mieux le retour. Il y aura effectivement une politique d'insertion des anciens combattants assez rapide. Je pense qu'on a aussi pris la mesure des insuffisances des retours d'Afghanistan, etc., qui se sont déroulés en plein écroulement de l'URSS. Tchétchénie, c'est une catastrophe. Bon, Tchétchénie, n'en parlons pas. Et puis là, l'ampleur est quand même un peu supérieure. Très supérieure. Mais néanmoins, il y aura aussi un retour, je dirais une volonté de régler des comptes quelque part. Et donc Poutine pourrait être la victime. Et je pense, enfin la victime, pourrait prendre un coup, hein, après tout. Même victorieux. Alors peut-être qu'il aurait intérêt à se retirer avant ou à se retirer à ce moment-là, je ne sais pas. Bon, ça, ce sont des conjectures sur lesquelles personne n'a prise. Mais en tout cas, la question de savoir est-ce que le poutinisme comme système politique et aussi comme système de légitimité du pouvoir survivra à Poutine est une question ouverte à laquelle j'ai pas de réponse très sûre. Je pense que tout est possible, tout est envisageable. Ce qui est certain, c'est que pas mal d'éléments du poutinisme vont perdurer, parce qu'il a installé pas mal de choses qui vont continuer. Mais la légitimité du pouvoir pourrait être remise en question, et la guerre peut renforcer, mais peut aussi déstabiliser. Eh bien, c'est très intéressant. On s'arrêtera là-dessus, monsieur Raviot. Merci pour cet éclairage qui permet quand même, mais justement, de mieux comprendre ce qui se passe dans ce pays-là. Encore une fois, je suis assez sidéré par la méconnaissance qu'en ont certains de nos dirigeants sur un rapport conflictuel. C'était pas du tout le cas avant. C'est peut-être lié à l'effondrement de notre corps diplomatique. C'est comme ça. En tout cas, merci à vous. Voilà, je conseille vraiment, n'hésitez pas à vous procurer ce livre pour ceux
qui s'intéresse à la Russie, à Vladimir Poutine, aux relations qu'on peut avoir avec ce pays. Ça permet vraiment de comprendre avec l'autre livre que vous avez écrit sur le logiciel de la période russe. Je vous remercie encore une fois. Merci pour votre Jean-Romain invitation. Radio. Merci beaucoup. Et bien pour vous, n'oubliez pas si ça vous a plu, de liker, de commenter. Nous, on a besoin toujours de vos commentaires, déjà pour le référencement, mais aussi parce que ça nous permet d'améliorer nos émissions. On vous recevra, on peut se donner rendez-vous dans 6 mois pour voir quelle est l'évolution à l'issue de cette période d'offensive militaire qui a déjà commencé en fait, très clairement. Voilà, n'oubliez pas de liker, de partager, et on vous dit à très bientôt. Bonne journée à tous.